La traite négrière, l'esclavage et le travail forcé étaient des pratiques répandues dans de nombreux royaumes d'Afrique centrale pendant des siècles, préexistant au contact avec l'Occident. Ces pratiques étaient utilisées pour accroître la richesse des groupes, tout comme le mariage. Dans les sociétés précoloniales d'Afrique centrale, diverses formes d'esclavage existaient, impliquant des esclaves de guerre, des esclaves gages, des esclaves donnés en paiement d'amende, des enfants nés de l'union entre une esclave et un homme libre, des descendants d'esclaves, ainsi que des esclaves associés à des fonctions rituelles ou accompagnant les chefs. Notre étude se concentre sur le trafic d'esclaves transatlantiques en Afrique centrale, initié par les Portugais au début du XVIe siècle. Nous cherchons à comprendre les trajectoires empruntées par les marchands d'esclaves en Afrique centrale pour amener leurs captifs sur la côte atlantique, en route vers le continent américain. Avant l'arrivée des Européens, l'Afrique centrale était traversée d'est en ouest par des routes établies pour faciliter la circulation des caravanes. Les marchands d'esclaves capturaient leurs victimes lors de razzias, puis les conduisaient à travers ces routes, façonnées par le troc pratiqué par les Africains depuis des temps anciens. Le commerce atlantique avec les Européens n'a pas créé de nouvelles routes commerciales, mais a intensifié un système d'échange déjà existant. Nous cherchons à explorer les itinéraires variés utilisés dans l'espace de la sous-région de l'Afrique centrale, où des êtres humains étaient capturés et marchaient jusqu'à la côte atlantique pour être embarqués vers l'Amérique. Les débuts du commerce négrier transatlantique en Afrique centrale au XVe ou XVIe siècle. Le commerce négrier en Afrique centrale s'étendait sur l'ensemble des pays actuels de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Cette région englobait autrefois les royaumes du Congo, Kakongo, Ngoyo, Loango, et bien d'autres. Notre étude se limite à l'espace entre la façade atlantique, de Benguela dans le sud de l'actuel Angola jusqu'au Cap Lopez dans le nord de l'actuel Gabon. Cette région était traversée par des pistes commerciales où s'opérait le commerce inhumain des êtres humains, forcés de marcher pour embarquer sur la côte d'Angola en direction de l'Amérique. Les routes des esclaves d'Afrique centrale étaient connectées à celles de l'Afrique de l'Est et australe. Le début du commerce négrier en Afrique centrale, selon nos recherches, remonte au XVIe siècle, vers 1515. Les Européens, tels que Diego Seao, sont arrivés en Afrique centrale au XVe siècle, bien avant la découverte de l'Amérique par le Portugais Pedro Cabral en 1500. Certains historiens situent les débuts de la traite dès 1491, tandis que d'autres, comme Annie Merlet, la font débuter en 1515 pour répondre aux besoins en main-d'œuvre servile de la péninsule ibérique, des îles Açores, de Madère et du Brésil. Il est historiquement établi que les îles Açores étaient consacrées à la culture du sucre dès le XVIe siècle et peuplées en grande partie par des captifs en provenance du royaume Congo. Ces captifs étaient exportés dès les premières décennies du XVIe siècle, atteignant plus de 5000 esclaves par an au milieu du XVIe siècle. La première route connue partait de Mbanza Congo, la capitale du royaume Congo, à destination de Mpinda, son port, utilisé dès 1491 lors des premiers voyages des explorateurs portugais au Congo. Ensuite, la route du Mpumbo, un royaume Tek, à Mbanza Congo a été pratiquée à partir des années 1530. Une autre route allait de Luanda à Mbanza Congo, via le chemin Van Wing, bifurquant vers le Mbata à Kundi sur le Kwango ou par Nsundi au Mpumbo. Le voyage de Luanda à Mbanza Congo, aller-retour, demandait 3 mois. Tout au long de ces routes, des marchés d'esclaves, comme celui de Kumbubuzi, étaient établis. L'arrivée d'autres puissances commerciales européennes, telles que les Anglais et les Néerlandais, a augmenté le trafic des Africains, diversifiant ainsi les sources d'approvisionnement et étendant les routes commerciales au-delà du royaume Congo. Le développement des routes pour la traite négrière transatlantique en Afrique centrale entre le XVIIe et le XIXe siècle a été un sombre chapitre de l'histoire de la région. À partir de 1630, le royaume de Loango, un vassal du royaume Congo, ouvre ses côtes aux trafiquants d'esclaves de diverses nations, marquant ainsi le début de la traite négrière dans cette région. Les Néerlandais, les Anglais et les Français, entre autres, se joignent à cette entreprise sinistre, établissant des forts et des marchés le long de la côte de l'Afrique centrale. Le premier réseau de routes d'esclaves se concentre dans le centre du royaume Congo et ses vassaux immédiats tels que Loango, Kakongo, Ngoyo et Tek. Ces routes s'étendent à partir des zones de capture et de razzia des marchands d'esclaves, avec des marchés principaux à Mbanza Congo, Luanda et Mpumbo. La baie de Loango devient un important centre de traite, relié au royaume Congo au sud, Téké à l'est et au sud-est du Gabon actuel. Les esclaves étaient acheminés depuis l'intérieur des terres vers des ports tels que Loango, contournant les taxes imposées par les Portugais à Luanda.
Brazzaville, l'actuelle capitale du Congo, joue un rôle crucial dans cette histoire sombre. Le marché d'esclaves du Mpumbo, situé à Brazzaville, devient le point de départ d'une route empruntée par des millions de captifs sur une distance de 500 km. Henry Morton Stanley décrit le Mpumbo comme le principal marché commercial des territoires tékés et le plus grand marché de l'ivoire en Afrique centrale entre le XVIe et le XIXe siècle. Brazzaville, anciennement connu sous le nom de MFOA, était un carrefour commercial majeur, reliant Mpumbo à des endroits tels que Nganga Lingolo, Linzolo, Mindouli, Bwanza et Loudima. La ville devient finalement la capitale de l'Afrique équatoriale française, en grande partie en raison de son importance dans le commerce des esclaves. La route des esclaves à Brazzaville débutait derrière la mairie centrale, traversait divers quartiers et sites historiques, et passait par des cours d'eau tels que le Zanga Diaba Ngombe. Elle se prolongeait ensuite à travers des régions telles que Djambala, Sibiti, Loudima, et finalement, traversait la redoutable forêt du Mayombe, une étape difficile pour les esclaves en raison de sa végétation hostile et de ses montagnes abruptes. Des villages comme Mvuti et Bondi étaient des points de repos temporaires pour les captifs épuisés. Cette route sinistre, marquée par la douleur et la souffrance, témoigne de l'ampleur tragique de la traite négrière en Afrique centrale, laissant un héritage sombre et douloureux dans l'histoire de la région. Le deuxième réseau d'itinéraires des esclaves dans le nord-est du royaume Congo, les forêts du Gabon, la rivière Ogoué et le littoral gabonais, les forêts du Gabon, notamment les régions inondées et côtières, abritaient des peuples tels que les Loango, les Orungu, les Nkomi et les Tek, drainés par la rivière Ogoué et ses affluents. Durant l'époque précoloniale, ces régions étaient le théâtre de la capture d'une grande population asservie. Les esclaves étaient capturés dans les zones forestières et montagneuses du sud de l'Ogoué et de l'ouest de ses affluents, notamment chez les Échiras de l'Ogoué maritime. Certains de ces esclaves ont été transportés depuis les sites de Loango, Mayumba et le Cap Lopez, comme le confirment les études de Morino. Lewis, 2003. Les populations de ces régions étaient réparties le long des principaux cours d'eau, utilisés comme voies commerciales. Ce réseau permettait le transport des marchandises européennes de la côte vers l'intérieur, tandis que les produits locaux et les esclaves étaient acheminés en sens inverse. Les principaux axes de ce réseau suivaient l'Ogoué et atteignaient la vallée du Nyari au Congo, passant par divers groupes ethniques tels que les Nkomi, les Orungu, les Galois, les Enenga, les Okande, les Aduma, les Tekes et les Nedumu. Des villages-marchés stratégiques, comme Adolinanongo, aujourd'hui Lambaréné, et la Lopé, servaient de nœud le long de cet itinéraire. Les populations Nkomi, autrefois connues sous le nom d'Itani et appelées Kama par les Européens au XVIIe et XVIIIe siècle, étaient parmi les victimes de la traite transatlantique. Embarqués depuis les côtes gabonaises, les ports de traite du Kama et du Gobi ont également reçu des esclaves d'autres groupes tels que les Apinji, les Mitsogo, les Sangou et les Shekiani, grâce aux échanges avec les Lumbu de la Basse-Nyanga. Les Aduma ont joué un rôle d'intermédiaire dans ce commerce, vendant des esclaves aux Okande de la Lopé, qui étaient en relation avec les Enenga et les Galois du Bas-Ogoué. Des entrepôts d'esclaves étaient établis le long de la côte gabonaise, notamment à Mabela, en face de Mandji, Ninguéaoga, Sangatanga, Fernand-Vache, Adolinanongo et Mayumba. Les voies de commerce reliaient Mayumba à Loango, passant par des relais tels que les Punu et les Lumbu, et acheminant les Apinji et les Mitsogo vers Loango. Mayumba servait de terminal majeur pour la traite des hommes d'est en ouest et pour le commerce du bois rouge de Sept-Kama du nord au sud. Une piste d'esclaves partant de Chibanga et aboutissant à Mambi sur la lagune Bagno était également active. Vers la fin de la pratique de la traite transatlantique, de nombreux captifs venaient des groupes Kuni, Saangi, Nzebi, Teketsaai, Kota, Obamba et Ndassa. Les principaux groupes de captifs de cette région étaient les Yaka du Kwango, les Lindas et les Ovimbindus, ces derniers étant particulièrement actifs sur les pistes reliant la côte atlantique au pays Lunda, jusqu'au pays Barotse dans le Haut-Zambèze, au-delà des frontières actuelles de l'Angola et de la Zambie. Le troisième réseau d'itinéraires des esclaves dans le nord-ouest et le sud-ouest du royaume Congo, route des esclaves des pays Lunda, Kassange et Ovimbundu. Les royaumes Lunda étaient situés le long de la rivière Kasai, au nord-ouest du royaume Congo, dans l'actuelle province du Katanga en République démocratique du Congo. Le Kassange était un royaume du sud-ouest du royaume Congo, tandis que le royaume Ovimbundu, Bailundo, Wambo, Bié et Andulo, était situé dans le sud du royaume Congo et en Angola.
Les marchands d'esclaves parcouraient des trajets de Luanda au Kassange via Ambaka dès 1660, et de Luanda à Dondo en 1616. Les Imbangala du royaume de Kassange étaient au cœur de ce commerce, exportant la plupart des esclaves provenant de l'actuel Katanga, à l'ouest de la République démocratique du Congo. Fondé par Kassangier, neveu du chef Lunda Kinguri à la fin de 1613, le royaume de Kassange servait d'intermédiaire entre les marchands de la côte et les sources d'esclaves du royaume Lunda. Les Lindas, quant à eux, exportaient des esclaves capturés dans les régions de Mbwela, au nord de la Zambie et à l'est de l'Angola. Au XVIIIe siècle, les Lindas contrôlaient la distribution du cuivre dans l'est de l'Angola, ainsi que dans le groupe du lac Mwero et la vallée du Luapula. Ils dominaient une vaste étendue entre le lac Tanganyika et la rivière Kwango, contrôlant le commerce extérieur et fournissant des esclaves à Luanda, Banguelo, Mozambique, Zanzibar, Oman. L'Arabie saoudite. Le Kassange jouait un rôle clé en tant qu'écluse entre les marchands de la côte et les sources d'esclaves du royaume Lunda. Les Ovambindus étaient également des intermédiaires importants entre les marchands européens et les populations de l'intérieur, élargissant leur influence bien au-delà des frontières actuelles. De l'Angola, ils échangeaient des esclaves contre des armes à feu, consolidant ainsi leur supériorité militaire et étendant leur pouvoir sur les régions environnantes. Ces esclaves étaient exportés à partir des marchés du Matamba et Kassange vers Luanda, tandis que les Ovambindus des plateaux de Bi, Wambu, Wambo et Mbailundu étaient acheminés par Benguela. Les Ovambindus étaient actifs sur les pistes reliant la côte atlantique au pays Lunda, Barotse et au-delà, jusqu'à l'intérieur du continent. Dans ce réseau complexe d'itinéraires d'esclaves, les Yaka du Kwango, les Lindas et les Ovambindus étaient parmi les groupes ethniques les plus touchés par la traite négrière, alimentant un commerce cruel qui s'étendait du nord-ouest au sud-ouest du royaume Congo, entraînant des conflits et des souffrances incommensurables pour les populations locales. Le quatrième réseau des routes des esclaves dans le nord du royaume Congo était la voie fluviale reliant les fleuves Congo et Ubangi. Ce réseau fluvial joua un rôle crucial tant dans la période précoloniale qu'à l'époque coloniale de l'Afrique centrale. Plus particulièrement, pendant la période de la traite négrière, le fleuve Congo traversait les royaumes Tek et Congo, avant de se jeter dans l'océan Atlantique. Le fleuve Congo servait de voie pour acheminer les captifs du Haut-Congo actuel vers le marché de Mpumbo, d'où ils étaient ensuite transportés vers la côte atlantique. Au XIXe siècle, le fleuve Congo devint un important corridor pour l'acheminement de captifs venant du Centrafrique, Ubangi, du Tchad et de la région actuelle de l'Équateur en République démocratique du Congo. Des sources historiques, notamment la thèse de doctorat de Christina Frances Mobley, ont établi que les Bobangi, des commerçants locaux, capturaient des esclaves de la région de l'Équateur en rez-de-chaussée et les vendaient. Cette information est également confirmée par des historiens tels que Robert W. Arm et David Birmingham, ce dernier ayant été membre du comité de rédaction de l'Histoire générale de l'Afrique de l'UNESCO. Les Bobangi prélevaient principalement des captifs dans les bassins de l'Ikelemba, de la Lulonga et du Ruki, situés dans le nord-ouest de la République démocratique du Congo. Ils se rendaient également jusqu'à l'Adamawa, actuel Cameroun, en empruntant la Sanga et même l'Ubangi en République centrafricaine. La traite négrière dans la Centrafrique actuelle, en particulier dans la région sud et sud-ouest, était principalement gérée par des trafiquants installés le long de l'embouchure de l'Ubangi-Chari. Les groupes ethniques tels que les Andés, les Nzakara, les Yakoma, les Nbaka et les Gobanziri étaient des fournisseurs d'esclaves le long de l'Ubangi. Ils étaient relayés par les Bobangi, qui étaient établis sur les rives du Poul Malebo. Sur la Sanga, un affluent de droite du Congo, les Sanga-Sanga, des peuples péagés installés en amont et en aval, étaient les principaux fournisseurs d'esclaves. Des captifs en provenance de la Centrafrique actuelle étaient acheminés vers le site de Loango, dans l'actuel Congo, via la Lobaye et l'Ubangi. Ces captifs ont été intégrés dans le commerce de la traite principalement à la fin de la première moitié du XIXe siècle, pendant la période de la traite clandestine. En outre, des captifs en provenance de l'actuel Tchad ont été acheminés sur le fleuve Congo via la rivière Sanga. Le fleuve Congo a également été utilisé comme point de départ pour les explorations françaises du XIXe siècle vers le Haut-Chari et d'autres régions, en utilisant la Sanga comme raccourci pour atteindre le lac Tchad. Il convient de noter que le terme Ngala ou Bangala n'était pas associé à la traite négrière transatlantique, car il a émergé plus tard, vers la fin du XIXe siècle. Lorsque le trafic transatlantique était déjà aboli, les migrations et les mouvements de population dans la forêt équatoriale de l'Afrique centrale étaient fréquents au XIXe siècle, avant que les populations ne soient davantage fixées en raison de la colonisation européenne. En résumé,
La route fluviale reliant les fleuves Congo et Ubangi a joué un rôle crucial dans la traite négrière en Afrique centrale, permettant le déplacement des captifs du Haut-Congo, du Centrafrique et d'autres régions vers les marchés de traite et la côte atlantique. Cette route fluviale a également continué à être utilisée pour le commerce d'autres marchandises à l'époque moderne, contribuant ainsi à façonner la ville de Brazzaville en tant que centre économique de l'Afrique centrale. En conclusion, l'étude des routes empruntées par les marchands d'esclaves en Afrique centrale entre le XVIe et le XIXe siècle révèle une complexité fascinante. Nous avons pu identifier 4 réseaux distincts, impliquant diverses communautés ethniques, parmi lesquelles les populations Bakongo étaient prédominantes. Des millions de captifs ont suivi ces voies, provenant principalement des régions avoisinant le lac Mayi et Ndombe. Selon les recherches de Jean Vansina, les captifs d'Afrique centrale, embarqués sur les côtes de la région, venaient en majorité des zones entourant le lac Mayi et Ndombe. D'autres caravanes, à la recherche d'hommes valides, atteignaient des destinations telles que Matamba et Kassange, situées au sud de l'actuel Angola, le long de la rivière Kwango. Le royaume Congo et la région du Mayombe ont été particulièrement touchés, de même que le Ngoyo, le Kakongo et l'empire Lunda, sans oublier les forêts du Gabon actuel. Selon les données de Gwendoline Midlehall de la Rutgers University, la majorité des esclaves d'Afrique centrale provenaient de l'Oango. Hugh Thomas estime que l'Oango a connu près de 3000 départs d'esclaves par an à partir de 1670. Le musée Maloango rapporte que près de 1,5 million d'esclaves ont été exportés pendant toute la période de la traite transatlantique. Selon des sources du ministère français de l'Outre-mer, la baie de l'Oango a exporté plus de 2 millions de captifs pendant la période de la traite négrière. L'Oango est ainsi devenue la plus grande porte de non-retour du commerce négrier transatlantique, suivie de près par Luanda, la deuxième grande porte de non-retour. Sur les 12 millions d'Africains déportés vers le Nouveau Monde, la baie de l'Oango et la côte d'Angola représentent à elles seules 45,44%, soit environ 6 millions d'individus déportés vers l'Amérique, selon les travaux de l'historienne Stacy Jean-Muriel Sommerdick. Aux États-Unis, les Bantous d'Afrique centrale étaient les plus nombreux, environ un quart, soit environ 92 000 personnes venant du Congo et d'Angola, avec un pic d'environ 40% dans les États de Caroline du Sud et de Géorgie. Ils étaient également prédominants parmi la population servile en Amérique latine et dans les Antilles françaises, y compris Haïti. De nos jours, de nombreuses cultures revendiquant leur héritage, Congo, perdurent dans les Amériques, certaines d'entre elles étant reconnues par l'UNESCO en tant que patrimoine mondial immatériel. Des exemples notables incluent les Congos de Villa Mela en République dominicaine et ceux du Panama, comme en témoigne l'anthropologue Sheila Walker. Le terme « Congo » est largement utilisé en Amérique du Nord, centrale et du Sud, ainsi que dans les îles de la Caraïbe. Il désigne diverses entités, des animaux aux éléments naturels, des phénomènes culturels et même des êtres humains. Des lieux portent ce nom dans divers pays, notamment Congoton aux Bahamas et à l'île de Saint Kitts dans les Caraïbes. En Amérique centrale, au Salvador, on trouve la ville de Los Congos, et au Panama, le terme est omniprésent, désignant 4 rivières ainsi que d'autres éléments géographiques tels que des collines. Un aspect remarquable de cet héritage est la persistance de la royauté Congo, même si elle n'existe plus en Afrique depuis le XVIIe siècle. Aux Amériques, au Panama et au Brésil, il existe encore des reines et des rois Congos qui règnent sur leur cour. Le patrimoine culturel comprend également la musique, la danse, les tambours, appelés ngoma par les Afro-Brésiliens, l'architecture, la linguistique, le vestimentaire et l'art culinaire, où le terme « Congo » est omniprésent. De plus, Congo est devenu un nom de famille en Équateur, en Colombie et aux États-Unis, rappelant des figures notables telles que Diego Congo, l'un des principaux leaders de la résistance à l'esclavage des nègres marrons du Panama au XVIe siècle. Il est indéniable que l'héritage bantou, en particulier celui des Bakongo, a profondément influencé la pensée, la culture et l'identité de nombreuses nations de l'hémisphère occidental. Chacune à sa manière. Aujourd'hui, il est impératif de préserver ces routes historiques, afin que le tourisme mémoriel puisse générer une valeur économique. Cela pourrait constituer un maillon essentiel dans la diversification économique de pays tels que le Congo, l'Angola et le Gabon, qui dépendent encore à 90% du pétrole. En économie, la valorisation du patrimoine peut jouer un rôle clé dans la création de richesses, car le patrimoine est une ressource précieuse à exploiter.